Document 2, page 152. France Info. France Info. Question d'éducation sur France Info, notre rendez-vous quotidien avec le monde de l'éducation. Bonjour Emmanuel Davidenkoff. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Notre question du jour, la triche est-elle devenue un sport national? Et pour en parler, nous recevons dans le studio de France Info Marie-Estelle Pech, journaliste au Figaro. Vous venez de publier L'école de la triche. Bonjour. Bonjour. Marie-Estelle Pech, tous les élèves à vous lire ont été ou seront des tricheurs? Alors, on peut peut-être pas aller jusque-là, mais disons qu'on a un fort faisceau de présomption sur le nombre de tricheurs. On sait que les enseignants disent tous la triche augmente, c'est terrible, etc. On a des sondages qui tentent à démontrer que 70%, plus de 70% des étudiants reconnaissent avoir triché à un moment ou à un autre pendant leur scolarité. Donc c'est quand même ça paraît assez colossal. Il suffit de regarder aussi sur les réseaux sociaux le nombre de groupes Facebook de jeunes qui reconnaissent avoir triché. Mais il y a pas un peu de vantardise dans ces groupes Facebook? Certainement, certains le disent aussi. Il y a un peu une forme de plaisanterie au 3e ou 4e degré, mais enfin il n'empêche qu'ils le disent sous leur nom et que ça n'a pas l'air de trop les gêner en fait. Au contraire, c'est presque un titre de gloire pour certains d'entre eux. Sport quasiment national, sport historique en tout cas. La triche remonte au Moyen-Âge, apprend-on en vous lisant. Oui, déjà dans les universités médiévales, puis même au 15e, 16e siècle, on avait des exemples de bedeaux, c'est-à-dire des gens qui étaient chargés d'inscrire les lauréats sur les registres, qui se faisaient soudoyer par des étudiants pour prouver qu'ils avaient réussi leurs examens. Mais la triche s'est surtout industrialisée à partir du début du 19e siècle avec la création du baccalauréat. 1808. En 1808, où on a carrément des petites mafias de tricheurs, de passeurs en fait, c'est-à-dire des gens qui étaient spécialisés en latin, qui étaient très forts en latin et qui passaient les épreuves du bac à la place des futurs lauréats, moyennant finance évidemment. La substitution d'identité qu'on retrouve toujours aujourd'hui. Vous avez fait un petit chapitre sur les jumeaux d'ailleurs. Apparemment, la tentation est forte quand on est jumeaux. Entre-temps, entre le Moyen-Âge et le bac, on apprend aussi en vous lisant que Voltaire, par exemple, a été plagié. Oui, il a été plagié effectivement pour un de ses livres de façon très importante. 200 pages. 200 pages carrément. Et il en plaisantait. Il disait de toute façon, effectivement, oui, mais bon, finalement, c'est pas si grave. C'est le pire. Enfin, c'est pas bien, mais c'est le péché le plus véniel qui puisse exister. Pourquoi triche-t-on, Marie-Estelle Pech? On triche par facilité. On triche parce qu'on est paresseux. On triche aussi parce qu'on pense qu'on va jamais se faire prendre. Certains sondages démontrent que à peine 16% des élèves français savent ce qu'ils risquent, c'est-à-dire une exclusion quand même de l'université qui peut aller jusqu'à 5 ans. Ils n'ont pas tort forcément, parce que quand on vous lit là encore, les enseignants n'ont pas l'air d'être les fers de lance anti-triche. C'est vrai que les enseignants vont pas forcément aller jusqu'au conflit, c'est-à-dire jusqu'à amener l'élève en conseil de discipline, parce que c'est toute une procédure administrative extrêmement complexe. Et donc certains sont réticents. Ça serait que surtout en interne, on va mettre un 0, on va faire une observation à l'étudiant ou à l'élève. Et puis, c'est pas si simple parce qu'en fait, l'élève, ça peut être un bon élève. C'est pas forcément le cancre qui va tricher. Donc, on n'a pas envie de le priver de ses études, en somme. Non, et puis, oui, c'est ça. Quelqu'un qui se fait exclure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va stopper toutes ses études, devoir changer de filière, peut-être devenir dépressif. Enfin, c'est vraiment un vrai cas de conscience pour les enseignants. C'est pas si simple que de dire la triche, c'est mal et je t'exclus de l'université. La triche au Moyen-Âge, deuxième âge de la triche, le baccalauréat. Internet, les nouvelles technologies, le smartphone, c'est le troisième âge de la triche. Ça change de degré. Est-ce que ça n'a pas changé de nature aussi? Est-ce que c'est pas là que c'est devenu un sport national et industriel? C'est vrai qu'avec les smartphones, ça devient de plus en plus facile de tricher. Aujourd'hui, je crois qu'on a à peu près la moitié des cas au baccalauréat et même dans certaines universités qui sont liés au smartphone, à la triche avec smartphone. Donc on va regarder dans les toilettes, on va chercher sur Google, on va regarder le cours qu'on a photographié à l'avance. Et comme on peut pas, comme il est impossible de fouiller un élève à l'entrée d'une salle d'examen, effectivement, c'est pas très compliqué. On peut aussi continuer à tricher à l'ancienne. Hein. Ah oui, alors vous décrivez un certain nombre de cas. Alors évidemment, je ne suggère pas la lecture de ce livre pour s'en inspirer, mais enfin, vous donnez des trucs quand même. Oui, alors le plus classique, évidemment, c'est de regarder sur la copie de son voisin. Alors ça marche à tous les coups. Encore faut-il qu'il soit bon élève. C'est vrai, il vaut mieux. Il faut s'installer stratégiquement. Ça, les tricheurs le savent. On a évidemment les gommes qu'on va creuser à l'intérieur pour mettre une anti-sèche. J'ai même une jeune femme qui m'a même expliqué qu'elle avait une bague à la façon des Borgia qu'elle ouvrait, dans lesquelles elle avait
Mais elle a Parfois, la vu- préparation de ces anti-sèches prendrait plus de temps que d'apprendre tout simplement la leçon. Ah mais effectivement, et d'ailleurs certains disent c'est presque un art en fait pour certains. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans une préparation complexe et originale que Une certaine forme d'ingéniosité. On en parle un petit peu avec le sourire aujourd'hui. Ceci étant, ce que vous dénoncez dans le livre, à travers cette école de la triche, c'est le risque d'une société de la triche. Est-ce que on y est déjà? Est-ce que vous craignez qu'on y aille? Comment faire? C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, les économistes de Goldman Sachs ou quand on voit Jérôme Kerviel, on se dit, bon, est-ce que ces gens, finalement, qui sont des tricheurs patentés, est-ce qu'ils ont commencé à tricher dès le lycée? C'est vrai qu'on peut se poser la question. On peut se dire que l'exemple de la société, l'exemple qui vient d'en haut, n'est pas le meilleur qui soit pour les jeunes, évidemment. Et alors si évidemment on ne lutte pas efficacement contre la triche pour les jeunes, on est dans cette espèce de cercle vicieux où l'un alimente l'autre. Merci beaucoup Marie-Estelle Pech, vous êtes journaliste au Figaro, spécialiste des questions d'éducation. L'école de la triche, c'est un document qui vient de sortir, c'est aux éditions L'Éditeur. Il y a beaucoup d'autres choses, c'est un livre extrêmement informé, extrêmement vivant également à lire. Donnez-le-moi, Emmanuel Davidenkoff. Et plus d'informations sur le site franceinfo.fr à la rubrique Questions d'éducation. À demain.